Nous voilà arrivés à Mission Impossible 3 réalisé par J.J. Abrams en 2006. Les 6 ans qui séparent l'épisode 2 de l'épisode 3 sont majoritairement dus à des problèmes de production. Car au départ, ça devait être David Fincher qui devait réaliser Mission Impossible 3. David Fincher avait écrit un script qui commençait par l'assassinat de quelqu'un d'important par Ethan Hunt avec un sniper. Et une grande partie de l'intrigue devait se dérouler en Afrique et traiter du trafic d'organes. Mais deux choses firent que Fincher quitta le projet. La première, il voulait faire un film très violent, vraiment noir, et donc voulait un film R-rated, ce qui était totalement impossible pour la Paramount. Et la deuxième chose, c'est qu'il voulait jouer avec le côté vieillissant de Tom Cruise pour avoir un Ethan Hunt un peu plus vieux, et ça, Tom Cruise, écoutez, il n'a pas du tout apprécié. Donc Fincher quitta le projet. Paramount et Cruise vont le remplacer par Joe Carnahan, le futur réalisateur de l'agence Tourist. Joe Carnahan décide de garder le script de Fincher, mais surtout il décide de garder le casting. À la base, l'antagoniste devait être joué par Kenneth Branagh, Carrie-Anne Moss, la Trinity de Matrix, devait être dans le film, et surtout Scarlett Johansson devait être dans le film dans un rôle très proche de celui qu'obtiendra plus tard Kerry Russell dans le film de J.J. Abrams. Et apparemment, Tandy Newton avait refusé de reprendre son rôle du 2 pour ce film. Tant mieux, personnellement, je pense pas que ce soit une très bonne idée de la faire revenir, mais le fait qu'elle ne revienne pas rend encore plus anecdotique l'épisode 2. Finalement, après une nouvelle mésentente sur le ton du film, toujours cette histoire de maudit R-rated, Joe Carnahan voulait encore faire un film violent et sombre, et il finit par quitter le film, et Tom Cruise se retrouve sans réalisateur pour le troisième volet. Et c'est en binge-watchant la série Alias que Tom Cruise eut l'idée de contacter J.J. Abrams pour réaliser ce troisième opus. Celui-ci a encore un an d'engagement sur les séries Alias et Lost, ce qui va lui donner le temps d'écrire un script avec ses partenaires Alex Kurtzman et Roberto Orci, qui sont tous les deux des scénaristes de la série Alias. Et ils ont aussi écrit quelques films de Michael Bay comme Transformers ou The Island. Il faut savoir que J.J. Abrams obtient le plus gros budget jamais alloué à un premier film, 150 millions de dollars. Car oui, Mission Impossible 3 est son premier film de cinéma. Et c'est donc comme ça que J.J. Abrams s'est retrouvé aux commandes de Mission Impossible 3. Clairement, J.J. n'est pas allé très loin pour aller chercher ses idées vu que le script comporte énormément de similitudes avec la série Alias, principalement sur l'aspect vie privée qui est parasité par le travail d'agent secret. L'histoire prend en compte le gap de temps entre le 2 et le 3 avec Ethan Hunt qui a délaissé son rôle d'agent de terrain pour devenir formateur et surtout a trouvé l'amour en la personne de Julia, interprétée par Michelle Monaghan. Au moins il est sûr de ne pas finir cocu, Monaghan cocu. Au début du film, il est donc fiancé avec Julia malgré le fait qu'il lui cache son véritable job. Mais la capture d'une de ses anciennes recrues va forcer Hunt à repartir en mission pour la sauver et de là va se suivre une réaction en chaîne d'événements que je détaillerai dans la partie spoiler tout de suite. C'est vraiment un film que je recommande, il n'est pas forcément mémorable, mais il est redoutablement efficace. C'est un peu le paradoxe de ce film, mais ça va être détaillé dans la vidéo qui va suivre, donc maintenant on rentre en mode spoiler. Le film commence par une séquence plutôt marquante. Hunt, attaché à une chaise, impuissant, fait face à Philip Seymour Hoffman lui demandant où est la patte de lapin, et comptant jusqu'à 10 avant qu'il ne tue une femme bâillonnée à côté de lui, Julia. Mais ça, sur le moment, on ne le sait pas encore. Enfin, on connaît pas encore Julia, quoi. Dès le début, on découvre donc l'antagoniste. Redoutable, sans scrupules, Davian, interprété par le regretté Philip Seymour Hoffman. Cette scène est donc un flash-forward qui installe tout de suite une note d'intention. Après 2 films où Ethan Hunt était vraiment traité de manière totalement impersonnelle, maintenant ce film va traiter Hunt de manière personnelle, de manière intime. Et oui, car entre-temps, Bourne est passé par là et a dépoussiéré un peu le film d'agent secret ronronnant avec la formule James Bond, avec un agent impersonnel dont on ne sait rien de sa vie hors mission. Là où James Bond, c'est la mission qui provoque les événements, dans Bourne, c'est Jason Bourne lui-même qui va provoquer tous les événements par la recherche des réponses aux questions qu'il se pose. On va clairement sentir cette formule appliquée à Hunt pour le troisième volet de Mission Impossible. Et d'ailleurs, James Bond emboîtera le pas 6 mois plus tard avec Casino Royale, amorçant le cycle Bond de Daniel Craig, plus axé sur l'intime du personnage que jamais. Ethan Hunt est clairement impliqué dans sa première mission car il se sent responsable envers son ancienne recrue, sa première à être envoyée sur le terrain. Et de ça découlera sa volonté de vengeance et donc d'arrêter Davian à tout prix. Et Davian, lui, pour se venger d'être arrêté par Ethan Hunt, s'en prendra à Julia. Ethan Hunt n'est plus qu'un simple outil de l'IMF pour effectuer une mission. Dans ce film, il est vraiment émotionnellement impliqué à chaque étape du récit. Au point qu'on assiste même à son mariage improvisé avec Julia, une scène qui est plutôt touchante et qui tranche réellement avec le personnage dans les 2 premiers films. Par contre, je trouve l'image de fin de Julia et Hunt partant en lune de miel avec les collègues de Hunt qui font les cons dans le fond, un peu malaisante, voire totalement ridicule. Le film fait aussi pas mal de parallèles avec le premier opus. Ce principe de trahison au sein de la IMF avec tout un jeu de fausses pistes qui nous font croire que le traître serait Brassel pour finalement apprendre que c'est Musgrave, un enchaînement de soupçons qui fonctionne plutôt bien même si je le trouve un peu forcé sur plusieurs niveaux. D'abord, la caractérisation des personnages de Brassel et Musgrave est un peu trop archétypale. L'un joue clairement le chef désagréable qui endosse facilement dans notre tête le costume de traître, alors qu'à l'inverse, Musgrave fait tout pour aider Hunt et joue tellement le contrepoids que ça en devient un peu grotesque à mon goût. En fait, ce film souffre d'un léger paradoxe. Il tente si fort de maintenir un rythme hyper soutenu et fluide,
que la temporalité de certains événements en devienne un peu trop factice. Comme la vidéo reçue par Hunt juste avant l'embuscade pour libérer Davian. Il s'en dégage malheureusement un réel aspect série télé, avec une efficacité redoutable mais qui justement est presque trop implacable pour faire réellement cinéma. Où dans un film il y a peut-être plus d'approximation, il y a peut-être plus d'air, plus d'ampleur à un récit, là tout est beaucoup trop mécanique. Cette dimension-là on la retrouve aussi dans la réalisation de J.J. Abrams, qui est très effacée finalement. Là où les deux premiers Missions Impossibles portaient à chaque plan la marque de leurs auteurs, il est beaucoup plus difficile d'identifier le style de J.J. Abrams dans le troisième film Mission Impossible. Mission Impossible 3 porte certes quelques gimmicks de J.J. Abrams, comme les fameux lens flares, ou certaines séquences de walk and talk vraiment dynamiques qu'on retrouvera par exemple dans ces Star Trek, mais il faut avouer que malgré la farandole de scènes d'action, une fois le film terminé, il ne reste quasiment aucune image marquante en tête. Et pourtant ce film enterre totalement les précédents en termes d'action. Avec d'abord cette séquence de mission de sauvetage dans l'usine désaffectée à Berlin, suivie d'une poursuite en hélicoptère entre des éoliennes, probablement la meilleure séquence du film. Aussi bien en termes de réalisation que d'art design, notamment dans le costume de Ethan Hunt, que je trouve vraiment parfait. La lumière est aussi assez surprenante, il y a une grande similitude avec le style des films de Tony Scott. Et c'est pas étonnant parce que le chef opérateur n'est autre que Dan Mindel, qui a fait 2 films de Tony Scott, Ennemi d'État et Spy Game. L'image est très saturée avec des teintes de couleurs vraiment affirmées comme le vert et le rouge. Et il y a beaucoup de grains dans les noirs. L'image embrasse très bien le style des films d'action de la fin des années 2000, comme ceux de Michael Bay par exemple. De plus, il était aussi le chef opérateur du premier Jason Bourne et on ressent aussi une certaine filiation dans son utilisation de la caméra à l'épaule pour provoquer un côté non-stop à l'aventure et gagner en immersion avec le personnage. La séquence fonctionne aussi très bien en termes de gestion du suspense et de la tension, amplifiée notamment par l'échec de Hunt à sauver Faris, provoquant pour une fois une réelle contre-attente, car jusque-là, le personnage de Hunt n'avait jamais raté quoi que ce soit. Au passage, j'aime beaucoup ce jeter de flingue, c'est le genre de petit moment qui me marque, là où le reste est certes totalement lisible et dynamique, mais un poil trop oubliable. S'ensuit une magnifique séquence de kidnapping au Vatican, renouant à la fois avec le côté voyage présent dans le premier film, mais aussi avec le vrai beau braquage en équipe. Une séquence un peu perturbante par moment car on est vraiment en retard sur l'équipe et toutes les actions ne sont pas toujours claires. Mais il s'en dégage une réelle maîtrise et l'équipe arrive à vraiment exister en tant que team. Par contre, au niveau des individualités, il reste du travail à faire pour que cela devienne vraiment convaincant. Car malheureusement, au-delà de leur fonction pendant les braquages, le reste de l'équipe a vraiment du mal à exister en tant qu'individu, notamment parce que Ethan Hunt prend toute la place. Heureusement qu'il y a Ving Rhames et que le passé des 2 premiers films permettent d'avoir une relation dynamique, car amicalement conflictuelle, entre les deux, notamment sur la question de la possibilité d'être en couple quand on est un agent secret. Dans ce film, il y a une réelle volonté de montrer l'envers du décor par rapport aux 2 premiers films. Notamment, on découvre pour la première fois les bureaux de la IMF qui sont planqués dans le building de département de la route de Virginie, ce qui sert de couverture à Hunt par exemple. De plus, on a la création d'un masque et du modificateur sonore, ce qui apporte un réel complément au film précédent, même si malheureusement ça invalide quelques passages du 2, parce qu'il n'aurait pas eu le temps de faire un masque aussi rapidement. J'aime particulièrement le faux plan séquence où Hunt enfile le masque et on a une transition invisible dans le dos de Ving Rhames où il est remplacé par Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman campe vraiment un antagoniste qui pousse le film vers le haut, ce qui manquait clairement à l'épisode 2. Les confrontations entre lui et Hunt sont toujours ultra tendues et il dégage vraiment une forme de force tranquille qui le rend terriblement menaçant. De plus, son assurance est confirmée par la manière dont il est libéré. Grosse séquence de fusillade sur le Chesapeake Bay, ajoutant encore un décor spectaculaire au film. Malgré ce plan que je trouve très puissant, je ne suis pas convaincu par cette séquence. Un peu trop confuse, surtout en termes de spatialisation. Et ouais, là-dessus on sent que J.J. Abrams n'est pas du tout John Woo. Et la séquence certes possède un joli money shot avec Hunt explosé contre une voiture, mais il s'en dégage une trop grosse confusion, sûrement volontaire car on est dans le point de vue de Hunt, mais qui n'est pas totalement assumé, avec pas mal de plans du côté des terroristes qui viennent donc parasiter le côté immersif de ce que vit Hunt à ce moment-là. D'ailleurs, durant le braquage suivant, quand Ethan Hunt va cambrioler la patte de lapin, alors la patte de lapin d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est vraiment un MacGuffin totalement assumé. Vous savez, le MacGuffin c'est cette espèce d'objet prétexte qui génère donc toute une action dans le film, qui fait que tous les protagonistes et les antagonistes vont essayer d'obtenir cet objet-là, et là, l'objet n'est jamais défini, ça reste la patte de lapin, qui est donc en plus un symbole de chance dans l'imaginaire collectif, et même à la fin, quand Ethan Hunt demande à Brassel qu'est-ce que la patte de lapin, le mec lui répond, limite avec un sourire à la caméra, en disant « si tu restes, tu le sauras peut-être ». Tu as l'air de dire « je ne sais pas ce que c'est, personne ne sait ce que c'est pas important qu'on sache cocher, c'est juste un MacGuffin ». Parenthèse terminée. Donc dans la séquence à Shanghai de nuit, qui est une ville magnifique à l'image, il faut l'avouer, pour la première fois nous n'adoptons pas le point de vue de Hunt durant une de ses missions. On reste à l'extérieur du building avec Luther pendant que Hunt effectue sa mission.
Encore une fois, la scène d'action est gargantuesque, entre le saut de Hunt en mode balancier pour accéder à la tour, sa glissade le long de ce building qui, au passage, est probablement une référence à cette cascade de Jackie Chan. D'ailleurs, ce n'est pas la seule référence du film à d'autres films d'action, on peut penser à Die Hard 3 avec la scène de l'ascenseur, ainsi que potentiellement à Assurance sur la mort, avec le point de rendez-vous entre Hunt et Musgrave dans les rayons d'une épicerie. La narration reprend le flash-forward du début qui est rejoué en condensé et le coup de feu fatidique annoncé dans le teaser a vraiment lieu. Alors, en termes de lisibilité d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre que la personne à côté de Davian était morte. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'il avait tiré à côté. Mais voilà, je trouve qu'en termes de mise en scène, c'est pas hyper clair. Ensuite, on a droit à la fameuse séquence révélation et explication du film. Alors clairement, là, en termes de révélation, le fait que Musgrave soit le traître, c'est beaucoup moins marquant que dans le 1, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et les motivations de Musgrave, par contre, sont plutôt intéressantes. Pour moi, c'est vraiment une critique envers l'administration Bush, avec cette volonté de trouver des prétextes pour réussir à déclencher une intervention américaine dans des pays étrangers, et les richesses que cette intervention va générer pour le pays de l'oncle Sam. Donc ça fait clairement écho à l'intervention en Irak dans les années 2000, avec, vous savez, toutes ces histoires d'armes de destruction massive, un peu fumeuses, on n'a jamais trouvé le truc. Voilà, tout ça c'était un prétexte pour aller en Irak, pour réussir à développer des plateformes pétrolières, et d'autres problèmes, je vous laisse lire des bouquins dessus, c'est pas ma vidéo qui va faire de la géopolitique. Donc en bref, les motivations de Musgrave sont quasiment un espèce de terrorisme patriotique économique et gouvernemental. Donc même si c'est un peu balancé comme ça entre le fromage et le dessert et que c'est apparemment le cœur du film, je trouve qu'au moins ça a le mérite d'être un sujet, une thématique et même une motivation un peu différente de d'habitude, où dans les 2 premiers épisodes, on était resté sur un problème réellement pécunier où les méchants voulaient se faire plus de thunes, parce que voilà, en plus c'était à chaque fois 2 agents, bon là aussi c'est un 3e agent, mais au moins les régions diffèrent des 2 premiers, ce qui fait un peu du bien. L'ultime décor du film est la ville de Xitang, qu'ils essaient de nous faire passer pour une partie de Shanghai. Alors c'est hyper dur à avaler, hein, vu la différence radicale de panorama, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un building à l'horizon alors que Shanghai c'était blindé de buildings, mais bon. Dans tous les cas, le décor est vraiment magnifique et Gigi propose de jolis mouvements de caméra qui mettent en valeur la performance athlétique de Tom Cruise, notamment avec ce travelling latéral interminable de Tom qui cavale comme un fou. Alors c'est marrant parce que c'est une des rares séquences de course, mais qui n'est pas une séquence de course-poursuite quoi. Aucun obstacle, aucun ennemi, juste un but à atteindre, vite, et malgré son absence d'événements, la séquence fonctionne très bien. Alors notamment grâce au bagou de Simon Pegg qui fait son entrée dans l'univers, dans le rôle de Benji, dans ce film. Alors là, dans ce film, Benji, c'est juste un espèce de rat de laboratoire qui va un peu mouiller sa chemise pour Ethan Hunt, hein, qui va faire quelque chose de pas très légal, mais qui va réussir à l'aider. Donc on sent tout de suite la confiance qui commence. Et franchement, quand tu vois la performance de Simon Pegg, qui est d'une sympathie totale et qui arrive à être très drôle en très peu de temps, tu comprends pourquoi ils ont voulu développer son personnage par la suite. Le combat de fin entre Davian et Hunt tourne un peu au grotesque pour moi. Davian joue un peu trop au chat et à la souris avec Hunt, et même si le fait d'affaiblir Hunt pour rendre le combat égal est une très bonne idée, son sursaut de force sort un peu de nulle part. Dans ce film, Hunt meurt pour la première fois de la saga, et il ressuscite. Voilà, donc Hunt et Jésus, égalité. Et sa résurrection paraît un peu forcée. C'est une réponse positive à la séquence de mort de Faris, et ça donne à Hunt un aspect christique, mais la scène ne fonctionne jamais véritablement par manque d'enjeux crédibles, malgré une tentative d'emballement romantico-romanesque de J.J. Abrams, avec ralenti et musique appuyée pour impliquer le spectateur dans la mort de Hunt. Mais malheureusement, je pense que la scène ne fonctionne pas, tout comme cette romance avec Michelle Monaghan qui sur le papier paraissait intéressante avec ce côté double vie à la True Lies, mais qui n'est jamais réellement traitée pour seulement rester en surface et devenir principalement un moteur et un prétexte au film, plutôt que de devenir son réel cœur. C'est probablement le manque de passif dans cette histoire d'amour qui fait qu'on a beaucoup de mal à y croire, mais aussi l'alchimie pas toujours au top de Tom Cruise et de Michelle Monaghan, qui font qu'il n'y a pas de magie et que cette histoire d'amour n'arrive jamais à être réellement touchante. Dans l'ensemble, Mission Impossible 3 provoque donc un sentiment assez paradoxal. Une générosité énorme dans les séquences d'action, un Tom Cruise toujours ultra impliqué, un Philip Seymour Hoffman qui campe le méchant le plus charismatique de la saga jusqu'à présent, peut-être aussi le plus gros salaud de la saga jusqu'à présent, et un rythme effréné tout le long du film font que le visionnage est vraiment hyper agréable. Le film passe en un clin d'œil et l'expérience est réellement ultra divertissante, dans le sens noble du terme. Mais malheureusement, cette efficacité sans faille sonne un peu trop mécanique. Les enchaînements des péripéties est quasiment trop bien huilé. Et donc, ça finit par provoquer un petit sentiment d'artificialité et de linéarité que je trouve finalement un peu trop proche de ce que les séries télé ont réussi à faire au début des années 2000, notamment 24 heures chrono. Voilà, il y a vraiment un côté tellement efficace avec une péripétie qui arrive juste après que l'une est arrivée et ça ne s'arrête jamais, ce qui fait qu'il y a quelque chose qui est un peu too much et qui rend le film un peu trop téléfilm. Ou épisode de série télé plutôt. Ça se comprend parce que l'immersion du spectateur face à un écran de télé est pas le même qu'au cinéma. Au cinéma, on accepte beaucoup plus de prendre son temps, d'être
on va dire, transportés dans le film de manière un peu plus harmonieuse. À la télé, pour nous capter, vu qu'il y a plein de choses autour, il y a notre téléphone et tout ça, ils sont obligés d'avoir une espèce d'efficacité implacable, quelque chose qui te lâche pas de ton écran de télé, justement. Et là, je trouve qu'on retrouve ça alors qu'on est dans un film de cinéma, où pour moi, on n'arrive pas devant le film avec la même exigence vis-à-vis du film, et même la même démarche en tant que spectateur. Et là, je vois une démarche de réalisateur de série télé, et pas encore un mec de cinéma. Néanmoins, enfin, Tom Cruise arrive à faire intéresser un peu le spectateur au personnage d'Ethan Hunt, ce qui est la première fois de la saga, et ce qui va pas loin d'être un peu la dernière, parce que ce procédé-là va un peu disparaître par la suite, mais pas tout à fait, vous verrez dans les autres rétrospectives. Voilà, pour une fois, on n'est plus uniquement intéressé par la mission, mais aussi par le parcours personnel d'Ethan Hunt. Et malgré ce que j'ai dit, J.J. Abrams réussit quand même plutôt bien son passage au cinéma. Le film reste de très belle facture, reste un film très agréable à regarder, comme je l'ai dit, c'est pas du tout, on va dire, un foirage comme a pu faire John Woo, on est vraiment dans quelque chose d'agréable et de bien foutu, mais malheureusement, il n'y a rien de mémorable qui arrive réellement à marquer les esprits. Donc je donne à Mission Impossible 3 la note de 3,3 sur 5, écoutez, n'hésitez pas à aller le voir. On se retrouve immédiatement pour la suite de cette rétrospective avec l'épisode 4, Ghost Protocol. Portez-vous bien, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo, à aller sur mon Utip pour me donner un peu de sous, et on se retrouve très vite pour une prochaine, enfin même tout de suite si vous voulez enchaîner cette rétrospective, et d'ici là, bonne toile!